Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Jean-François Bégin, coordonnateur du Centre Africa. Bienvenue. Bonjour, Mme Miller. Vous allez bien? Très bien, vous aussi? Oui, merci de m'accueillir. Oui, ça fait plaisir. Dites-moi, M. Bégin, vous, à quel endroit, vous êtes natif d'où? Ben moi, je un bleuet du lac Saint-Jean. Je pense qu'on a des atomes crochus, j'ai oui. l'impression. On se dit ça Oui. avant le début de l'émission. Je suis né à Jonquière. J'ai passé donc toute ma vie de jeunesse là-bas pour immigrer à Montréal quand j'avais 18 ans et venir vivre mes études ici et éventuellement donc travailler aussi pour faire en fait mon envol dans la vie. Oui, hein? Fait que vous aviez 18 ans quand vous êtes arrivé Oui. à Montréal. Moi, j'étais l'aîné d'une famille de 4 ayant perdu mon père très jeune. Quand je suis arrivé à l'âge adulte, j'avais besoin d'aventure et d'air. OK. Et je suis allé dans la grande ville de Montréal parce que j'étais vraiment en quête de quelque chose de nouveau dans ma vie. Puis ça a été un cheminement qui m'a amené très loin. Mais pour moi, ce grand départ-là en annonçait d'autres, Oui. dont on pourra parler d'ailleurs tantôt, j'imagine. Oui. Je sais que pendant votre parcours scolaire, vous avez travaillé aussi en même temps. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, en fait, dans le lieu où est-ce qu'on se trouve ici, moi, quand j'ai étudié en éducation physique à l'Université de Montréal, puis j'avais besoin de travailler pour gagner mes études. Puis effectivement, j'ai travaillé ici, aux Trois-Pignons, avec des personnes handicapées qui étaient sorties des institutions pour aller vivre en appartement. OK. Et donc, ils avaient besoin de services pour comme être préposés pour les soutenir dans leur vie de tous les jours, du point zéro au point, du lever au coucher. Ils avaient besoin de soins. Puis moi, dans le fond, j'ai travaillé avec ces personnes handicapées, atteintes de dystrophique musculaire, les 4. Et j'ai développé en même temps des grandes amitiés avec ces gens-là, parce que pour moi, c'était beaucoup plus qu'un travail. C'était une expérience de vie très formatrice qui m'a ouvert à des valeurs formidables. Et je vous dirais que j'ai découvert le sens profond de ma vie, en fait, ici, pendant que j'étudiais, mais avec ces personnes-là, auprès de ces personnes. Ouais. Auprès de ces personnes-là. Puis comme ça, vous connaissez beaucoup les tours. Là, Bien, je connais bien parce que tantôt, c'est drôle, j'ai pris un grand détour pour m'en venir, puis ça m'a rappelé des souvenirs parce que je me promenais dans les corridors. Puis tu sais, c'est très sinueux quand on se promène d'une tour à une autre. Oui. Et ça me rappelait tous ces beaux souvenirs que je porte parce que pour moi, c'est encore très vivant dans ma vie. Oui. Hein? Et oui, j'ai un lien particulier avec ce lieu ici parce que j'étais encore très jeune, j'aspirais à plein de choses dans la vie. Et dans le fond, ce que j'ai vécu ici m'a amené beaucoup plus loin que ce que je pensais. Oui, hein? Puis, vous avez étudié en quoi? Quand vous Donc, j'ai commencé à étudier en politique. Oui. J'ai rapidement vu que c'est pas parce qu'on a une grande gueule, comme on dit, qu'on est nécessairement voué à la politique. Mais j'ai changé d'aller dans ce que je voulais, c'était le sport. Le sport m'intéressait, donc je suis allé en éducation physique. Puis ça a été une bonne décision parce que, dans le fond, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie à l'époque. OK. Puis mes études en éducation physique, au terme de cela, j'ai pris une longue pause, une année sabbatique, avant de m'engager dans des projets de vie beaucoup plus intenses. Oui. Parlant de projets de vie, vous, est-ce que vous avez déjà fait des voyages, mais qui ont changé votre parcours de vie? Tout à fait. Par le passé. Tout à fait. Quand j'ai terminé mes études, l'année sabbatique, j'ai décidé de prendre un temps pour moi, pour voyager en Europe avec mon pack-sac sur les épaules. C'était très à la mode à l'époque. Oui. Et je suis parti, j'ai voyagé avec un de mes amis avec qui j'avais étudié. On a pris, comme on dit, on a déplogué nos machines, puis on est allé à l'aventure. Donc, j'ai fait 6 ou 7 pays pendant 4 mois. Ah oui. Puis au retour de cette expérience, on a rencontré des gens formidables au Portugal, en France, en Grèce, en Italie. En fait, dans plusieurs pays. Ça m'a permis de reconnecter avec les valeurs que ma mère m'avait transmises. Ma mère était une croyante, était chrétienne. Puis ces valeurs-là ont comme refait surface dans ma vie. Et j'ai comme eu un profond désir de dire, des gens m'ont fait confiance, j'ai vécu une belle expérience avec ces personnes handicapées. Ça revenait à mon travail ici. Puis je me dis, j'ai le goût de servir, j'ai le goût de me mettre au service des gens. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à penser sérieusement de m'engager dans une cause. Puis j'ai beaucoup cherché, à mon retour d'Europe. Puis finalement, ça m'a abouti avec un désir d'aller en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on voyait des cartes du monde, puis l'Afrique était toujours dans le milieu, dans la map monde.
Puis je me disais, il me semble qu'il y a quelque chose là en Afrique qui me parle, qui m'interpelle. Je me rappelais des missionnaires qui venaient dans notre école, qui nous parlaient de l'Afrique. Ils avaient tellement l'air fascinés par leur expérience là-bas. Puis c'est comme ça que j'ai été en contact avec les missionnaires d'Afrique. Puis là, ben, l'histoire s'est écrite à partir de là. Ah oui. Puis, suite à ça, là, vous êtes allé combien de temps en Afrique? Bon, j'ai vécu, avant de partir en Afrique, Oui. j'ai vécu une année en communauté avec les missionnaires d'Afrique, les Pères OK, Blancs, qui sont oui. des religieux chrétiens. J'ai vécu une année parce qu'eux autres, ils m'ont dit, c'est bien beau ton désir de partir, mais nous, si tu veux partir avec nous, là, c'est pas comme ça que ça va marcher. J'ai dit, ah, ils m'ont dit, nous, on veut que tu apprennes notre vie en communauté, une vie de prière pour que tu saches qui on est. OK. Puis c'est drôle, je n'étais pas porté trop à leur religion à ce moment-là, mais je me disais, il me semble que j'ai comme le temps, l'espace, la disponibilité de cœur. Puis j'ai dit, pourquoi pas? Je suis allé vivre un an à Ottawa avec eux. Et au terme de cette année-là où j'ai étudié aussi à l'Université Saint-Paul en théologie, missiologie, c'est là que je suis parti en Ouganda pour 3 ans. C'était déterminé que quand je signais avec les Pères, je partais 3 ans sans revenir au Canada. Hey. Donc je m'engageais, puis les sports dans lesquels j'avais étudié étaient mon terrain d'ancrage. J'allais travailler dans un centre de jeunesse dans les bidonvilles de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Et là, mon travail, c'était un peu, on pourrait le décrire comme un travailleur social où l'ancrage était les sports. Aider des jeunes désœuvrés, démunis, à retrouver un peu d'espoir dans leur vie. Donc, les accompagner dans le sport pour, c'est ça, découvrir des talents, encourager des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. Donc, j'ai vécu avec des Pères Blancs allemands dans une communauté internationale pendant 3 ans dans les bidonvilles de Kampala. OK. Pendant vous étiez avec les jeunes qui habitaient les bidonvilles? Oui. Oui. Ça devait être tout un changement par rapport à la culture, à la langue, puis aussi comment vous avez fait pour, comme ici, bien, on est dans l'abondance, tomber d'un milieu qu'ils sont démunis, là. Oui. C'est très déstabilisant. Oui, hein? Ben, en fait, ce qui est le plus déstabilisant, c'est que des fois, au début, on trouve que c'est différent autour de nous. Les paramètres de la vie ne sont pas les mêmes. Tu es dans une autre culture. Et on a tendance à dire, on parle du choc culturel. Hein, tu sais. Oui. C'est un choc avec la culture. Mais en fait, avec le recul et l'expérience de vie que j'ai, moi, je parle d'un choc avec moi-même. C'est-à-dire que moi, j'étais mis devant mes limites d'être humain qui ne comprend pas les codes sociaux, qui ne comprend pas la culture des bidonvilles, qui est dans un monde où l'Afrique, je veux dire, c'est un continent qui est extrêmement riche de par sa diversité. Puis moi, je me retrouvais dans un milieu très métissé, en plus de jeunes qui venaient de plein de cultures d'Ouganda, parce que la grande ville attire les gens de partout. Oui. Puis là, en plus, tu as la culture de la pauvreté des bidonvilles, qui est une sous-culture dans les cultures. Donc, je vous dirais que ça a été une expérience très difficile, humiliante dans le bon sens du terme, là, pour l'humilité. Oui. J'arrivais avec ma grande science comme éducateur physique, je m'étais fait des plans pour pouvoir enseigner aux jeunes des choses, mais j'ai vite pris une débarque, comme on dit. Ça ne marchait pas comme je pensais. Okay. Ça a été long. Les premiers mois, ça a pris du temps avant que je trouve mes repères. Puis j'ai finalement compris après quelques mois qu'il faut que tu apprennes à connaître les jeunes avant de penser à faire des choses. Surtout en Afrique. Oui. Dans une dynamique très communautaire, il faut faire nos liens communautaires. Donc, j'étais un enfant qui faisait ses premiers pas. En même temps. Puis, il devait avoir toutes sortes de dialectes au point de vue des langues. Là. Ouais. Comment vous avez fait pour Ça, pouvoir communiquer avec ces jeunes-là? En Ouganda, ça parle pas mal en anglais. La langue officielle, c'est l'anglais. OK. Comme il y a 54 groupes ethniques, 54 langues parlées, à un moment donné, ils ont trouvé donc d'unifier tout ça autour. Mais j'étais dans la culture dominante des Baganda. Donc, j'ai appris un peu le Luganda, mais le Luganda de la capitale mélangé avec l'anglais, puis c'était un peu un slang parlé. Donc, j'ai pas vraiment appris la langue comme j'aurais aimé. Il aurait fallu que j'aille vivre quelques mois dans un village, un milieu d'insertion, puis ça s'est pas passé comme ça, malheureusement. On a essayé de me l'apprendre avec des vieux missionnaires dans des livres, mais moi, j'étais un intuitif. Moi, apprendre dans des livres, je suis pas capable. OK. Donc, j'ai appris à me débrouiller pour avoir des petites conversations en langue, là, mais ça fonctionnait beaucoup en anglais. OK, en anglais. Dans les bidonvilles, oui. Puis, est-ce que vous étiez avec ces jeunes-là dans des écoles? C'était des orphelinats? Non. C'était quoi? En fait, les bidonvilles, c'est des quartiers populaires. Oui. Donc, c'est un amas de personnes qui se retrouvent dans des quartiers très pauvres,
des maisons de fortune bâties avec des tôles, puis avec ce qu'on trouve de cochonnerie, on pourrait dire, là, tu sais. Dans des milieux où la salubrité, on oublie ça, l'hygiène. Nous, on était un îlot, un centre de jeunesse qui a été bâti par un père blanc hollandais. Sa famille, ils ont donné beaucoup de fonds, ils ont ramassé de l'argent en Hollande pour générer donc l'argent nécessaire pour bâtir un grand centre en plein cœur de 3 bidonvilles. Donc, nous, on était un beau centre en briques, puis tout. Moi, ça a été un autre choc, ça, de me réconcilier avec ces bâtisses-là qui étaient à un niveau très différent de ce que les jeunes vivaient. Donc, c'est un très grand centre dans lequel il y a aujourd'hui, parce que moi, quand je suis arrivé, il commençait à être construit. Il y a environ 8 édifices, un grand hall qui peut accueillir 700-800 personnes dans lequel on fait des spectacles, où il y a des gymnases, avec la maison pour les pères, il y a un centre d'apprentissage des métiers pour des ateliers d'apprentissage mécanique, électricité, couture. Il y avait une autre salle de conférence. Et donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce centre-là. Par jour, il pouvait passer entre 7 et 800 jeunes. De 7 heures le matin à 11 heures le soir, c'était toujours ouvert. Puis, tu as toutes sortes de jeunes qui venaient. Puis, ça bouillonnait de monde, là. Donc, il y avait là-dedans toutes sortes de choses. Et moi, mon rôle, c'était d'organiser une vie un peu de jeunes à travers des loisirs et des sports. OK, des loisirs et des sports. Oui, bien, tu sais, il y avait déjà des choses qui se faisaient, comme les joueurs, ils jouaient, il y avait un petit terrain de soccer sur le terrain. Ça jouait au soccer, mais c'est comme, c'était friendly. Moi, j'ai structuré ça. On a bâti une équipe un peu plus d'élite, puis on a continué une petite ligue participative pour permettre au plus grand nombre. Puis il y avait déjà du ping-pong. On a fait un club de ping-pong, de tennis de table. On a développé des jeunes qui sont devenus extraordinaires. J'ai amené le badminton, la boxe. Mais en fait, tout ça, c'était dans le fond des sports qui permettaient à des jeunes simplement de sentir un peu de reconnaissance, puis d'encourager les meilleurs, parce que les meilleurs deviennent des modèles pour les autres. Oui, c'est vrai. Et même si les autres ne sont pas bons dans les sports, quand ils voient qu'un des leurs peut réussir, bien, on essaie de voir quels sont les talents des jeunes pour les encourager à d'autres niveaux. Certains dans des métiers, d'autres pour retourner à l'école. Donc, bon, bref, c'est un centre aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passaient, là. Oui. La moyenne d'âge de ces jeunes-là, c'était à peu près quel âge? Entre 7 et 15, 17, à peu près. Il y avait des jeunes de 20 ans aussi, là. Ah, OK. Mais le noyau, là, c'était entre 7 ans et 15, 16 ans. 7 ans et 15, Beaucoup de jeunes qui ne vont plus à l'école puis qui n'avaient rien à faire, là. OK. Fait qu'au moins, ça les occupait, ça, là. Oui. Pour s'occuper de ce centre-là, là, est-ce que vous étiez beaucoup? Il y avait les pères blancs, les missionnaires. On était 3 missionnaires, 3 missionnaires. Moi, le laïc avec 2 pères. On avait toute une équipe de travailleurs sociaux, 3 travailleurs sociaux africains. On avait des aides cuisiniers, on avait quelqu'un qui s'occupait de la maintenance du centre, on avait un chauffeur. On avait quand même une dizaine de personnes africaines, sans compter tous les bénévoles qui donnaient de leur temps dans les différentes disciplines. OK, qui donnaient de temps. Puis là, après ça, vous êtes parti pendant 3 ans là-bas. Ça a dû changer votre vie, là, 3 ans. Là. Pouvez-vous nous parler un peu de tout ça? Là? Bien, là, 3 ans, c'est ça. C'était une expérience où je devais revenir au bout de 3 ans au Canada, je veux dire, avec tous des paramètres là, qui avaient changé pour moi dans ma vie. Oui. Puis moi, j'étais prête à consacrer ma vie comme missionnaire, mais je ne voulais pas devenir prêtre ni frère. Je voulais continuer à faire ce que j'avais fait. Donc, moi, j'allais de retour. Puis les Pères Blancs m'ont proposé de travailler pour eux ici au Québec, à mon retour. Ils m'ont offert un travail auprès de la jeunesse ici, qui s'intéresse à l'Afrique et qui veut s'engager au nom de l'Afrique, mais aussi auprès des Africains pour travailler à l'intégration des immigrants. C'est là que ça m'a amené à travailler au Centre Africa, qui est un centre communautaire dans le quartier ici, qui travaille à l'intégration et l'insertion du monde africain dans la réalité montréalaise et québécoise. Puis aussi à l'éducation des Québécois à la réalité du monde africain qui vient ici. Fort de mon expérience, donc je sais de quoi je parle quand je parle du monde africain. Même si je ne connais pas l'Afrique. Je connais une petite réalité de l'Afrique, mais je connais des rapports dans le monde africain qui me permettent de pouvoir apprendre. J'ai appris énormément de l'Afrique, en fait, à mon retour ici. De par tous les immigrants africains que je rencontrais de plein de pays, de plein de régions d'Afrique. Oui, parce qu'en Afrique, c'est grand, là. De l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique de l'Est où j'étais, c'est des mondes de différence. Complètement différents. Des cultures différentes, des dialectes différents. Ah oui. Des modes de vie, selon qu'on vit dans une place désertique ou une place où il y a de l'abondance. La nature même des gens, la personnalité. Comme moi, en Ouganda, je travaille dans le Sud. Les gens du Sud, là, les Baganda, les bananes, ils poussent à vue d'œil.
qui ont OK. 2 saisons des pluies. Ça fait des gens qui n'ont pas besoin de lutter beaucoup pour leur survie parce que la nourriture pousse facilement. Puis Ouais. ils n'ont jamais de sécheresse, même dans la OK. saison sèche. Tu sais, alors que les gens qui viennent du désert, des périodes désertiques, ça, c'est des gens qui ont l'aquendure, comme on dit, qui travaillent Oui. fort, qui ont d'autres modes de vie. Oui, pour survivre, là. Fait que Oui. quand on parle du monde africain, nous autres, ici à Montréal, à des gens d'ici, on fait bien attention, justement, de nuancer pour montrer aux gens, attendez, c'est une mosaïque de culture C'est et de gens grand. très différents les uns des Oui, autres. oui. Ah oui. Puis, pour revenir au Centre-Africa, ça existe depuis combien de temps, le Centre-Africa? Ça existe depuis le temps que je suis parti en Afrique. Quand je partais en Ah, Afrique, oui? ouais, c'était curieux. Quand je partais en Afrique, il commençait le centre. Oui. Pratiquement, c'était en 88. Puis c'est un missionnaire d'Afrique qui avait été au Zaïre, à l'époque, qu'on appelait le Zaïre, qui a commencé à s'intéresser justement à ces immigrants qui viennent d'ailleurs. Parce que, dans le fond, les Pères Blancs sont appelés au monde africain, mais le monde africain a connu des grandes vagues d'immigration en Occident. Puis ils se sont posé la question, mais sommes-nous juste appelés au continent ou sommes-nous appelés à tous ces Africains qui sont un peu partout? Donc, on a commencé à s'intéresser aux diasporas. Et c'est comme ça que le centre a été ouvert pour permettre à des Africains, des familles, d'avoir un lieu de rencontre. OK. Parce que dans les années 80, il n'y avait pas vraiment de place pour les Africains à Montréal. Il n'y avait pas de lieu qui les centralisait ou qui permettait justement d'avoir un lieu d'appartenance. Oui. Au Centre-Africa, justement, ces Africains-là qui arrivent, eux autres, il ne doit pas en avoir beaucoup qui parlent en français, là. Il y en a beaucoup. Ça il y en dépend a des quand pays. même Ça dépend des beaucoup, pays. ah oui. Oui, ça dépend des Pour, pays. pour la communication avec eux autres que pour les nouveaux arrivants. Il y en a qui connaissent mieux le français que nous autres, je vous Ah dirais. oui? Ah bon, OK. Parce qu'il y a une rigueur. Moi, j'ai vu dans le système Oui. d'éducation, bon, nous autres, c'était britannique. En Ouganda, tu sais, c'était pas français, là. Mais je veux dire, il y avait des jeunes, là, les connaissances générales au niveau de la langue, au niveau géographique, au niveau de l'histoire. Il faut se lever de bonne heure. Il y en a, Oui. oh, je vous assure, il y a des Africains qui connaissent beaucoup mieux le français que nous, qui viennent ici, qui ont étudié soit à Abidjan ou au Burkina Faso, peu importe le pays, et qui connaissent très, très bien les réalités. Oui. Même de notre propre histoire, ils peuvent en savoir des fois plus que nous. Oui. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Oui. Au Centre-Africa, vous, c'était quoi votre travail là-bas? Moi, mon travail, dans le fond, c'est de m'occuper de tout ce qui est le volet, développer des projets, développer des initiatives, rencontrer les gens, puis comme un peu j'ai fait en Ouganda, essayer de faire sortir quels sont les talents que les gens ont, qu'est-ce qu'ils ont dans leur valise quand ils arrivent ici. Oui. Souvent, l'immigrant qui vient ici, moi j'ai remarqué ça depuis que je travaille au centre, l'immigrant veut faire comme le Québécois, tu sais, il veut s'adapter à la réalité d'ici, puis c'est bien, mais souvent il oublie qui il est. Et dans ce qu'il a comme expérience de vie, il peut enrichir notre société d'accueil de par ce qu'il porte. Moi, j'ai vu, par exemple, on va souvent dans des écoles avec des artistes africains, de toutes sortes d'artistes, de différents niveaux et de disciplines. Puis, je veux dire, un joueur de tam-tam, là, comme on appelle ici, c'est un communicateur. Avant d'être joueur de tam-tam, il communique quelque chose. Et la percussion est utilisée dans plein de cultures à différents essors. On peut utiliser la percussion pour être un téléphone africain pour communiquer. On peut utiliser dans des folklores pour simplement des musiques traditionnelles. On peut l'utiliser aussi pour des cérémonies où est-ce qu'on veut signifier des choses. Oui. Et ce langage-là, parce que c'est un langage, quand on s'y met à l'écoute, quand on rentre dans cette réalité, puis c'est un monde fascinant. Donc, nous, faire ouvrir les valises des gens, c'est s'ouvrir à un monde d'expérience de vie, d'enrichissement pour la société collective canadienne, québécoise, parce que ces gens-là, ils viennent pas juste ici, tu sais, pour être comme nous. Ils viennent aussi pour apporter ce qu'ils sont. Sauf qu'il faut leur permettre ça. Et souvent, dans nos processus d'intégration, la façon dont on élabore nos programmes, on ne facilite pas ces choses-là. C'est vrai. Puis nous, au Centre-Africain, on met beaucoup d'accent sur le facteur humain. Oui. Ça, c'est une dominante qu'on a vraiment mis en avant dans notre travail. Oui. Au Centre-Africain, est-ce que vous êtes beaucoup de gens qui travaillent là? Bon, on a 2 travailleurs sociaux africains qui ont passé par le processus migratoire, mais qui connaissent bien la réalité d'ici, qui travaillent beaucoup pour faire sortir les besoins spécifiques des gens. Quand ils arrivent ici, tu sais, des fois, ils ne nous disent pas tout. Puis des fois, ils vivent des problématiques familiales ou dans leur communauté. Donc, on est là pour aider, des fois, à déterrer des petites choses, puis à les aider pour qu'ils soient bien avec eux-mêmes. Donc, on a des travailleurs sociaux, on a des missionnaires qui sont là pour accueillir des groupes, des associations qui viennent se réunir dans nos locaux.
Puis moi, je m'occupe beaucoup des initiatives, des projets, des activités à développer, des relations avec le monde québécois. Donc, aller dans les écoles, comme ici à Pierre-Dupuis. On a démarré le projet de la Semaine interculturelle il y a de ça 20 ans déjà. Ah, ça fait déjà 20 ans. Bien, elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais à l'époque, on avait fait avec le projet TRIP quelque chose, toute une démarche éducative avec les jeunes de l'école. On était venus avec des Africains, puis on avait fait des choses au niveau de lutter contre les préjugés et l'intolérance. Et tout ça amené au projet de la Semaine interculturelle avec plein d'acteurs du quartier. Mais nous, notre rôle, c'est ça, c'est de démarrer des initiatives, mais c'est de pas être ceux qui sont nécessairement les maîtres d'œuvre. C'est de donner de la place à d'autres pour s'impliquer. C'est ça le missionnaire. Initier et laisser l'œuvre durable par les autres. Oui, c'est intéressant. C'est fascinant, ça, oui. Vous, qu'est-ce que vous retenez de tout votre parcours là, avec les missionnaires, les Pères Blancs là, d'Afrique? Parce que vous n'avez du vécu avec eux. C'est une grosse question, Mme Miller. Moi, je vais vous dire une chose, puis je le dis à beaucoup de nouveaux arrivants, c'est une leçon de vie que j'ai reçue. Quand je suis arrivé en Afrique, j'étais en présence avec bien des connaissances de vie, puis sûr de moi, j'avais 25 ans, puis tu sais, ça allait bien mes affaires. Je suis tombé de haut. Et moi, je m'aperçois qu'on a beaucoup à apprendre des personnes qu'on rencontre dans notre vie et des expériences de vie. Je suis devenu, je suis quelqu'un qui parle, je montre une assurance, mais j'ai toujours en moi ce mouvement de recul pour dire qu'est-ce que l'autre a à m'apprendre. Il y a toujours, dans les relations humaines, dans les situations de vie, il y a toujours ma part et la part de l'autre. Et moi, j'ai appris ça, puis ça m'a ouvert tellement de portes, puis ça m'a tellement donné des belles surprises, des défis aussi où j'ai eu à faire face à des difficultés, mais en même temps, je me dis, entrer au cœur de cette réalité où l'autre a quelque chose à m'apprendre, moi, c'est quelque chose que j'ai gardé puis que je vais continuer de garder toute ma vie. Oui. Parce que c'est une leçon de vie qui s'applique à tout. À tout, à tout. Oui, puis vos passions, vos intérêts, vos goûts. Bien, moi, dans ma vie, là, tout seul dans mon petit atelier, moi, j'étais un bisouneux. J'aime ça bricoler, puis j'aime ça. Je suis un gars très intuitif. C'est pour ça que j'ai développé avec les gens, quand je rencontre des nouveaux arrivants, je pose beaucoup de questions, puis ma dimension intuitive permet des fois de poser des questions pour aller plus loin. Je le fais, je me l'applique à moi-même. Donc, j'aime développer aujourd'hui mes passions, puis j'ai le goût maintenant d'aller plus loin avec moi-même maintenant. Tu sais, j'ai consacré 30 ans de ma vie au monde africain, aux missionnaires. Je n'ai pas travaillé dans le monde de l'éducation, pas du tout, même si je suis un professeur d'éducation physique. Là, j'ai le goût aussi d'aller plus loin, de voir les autres passions que j'ai, les autres intérêts que j'ai. J'aimerais ça les mettre en pratique. J'ai accompagné ma mère, par exemple, dans la mort en 2016. Puis j'ai découvert, ça m'a très surpris, que j'avais quelque chose là, dans l'accompagnement des gens en fin de vie. Parce que ça a été, j'ai trouvé ça... Bien, ça aurait dû être difficile avec ma mère, étant donné notre histoire personnelle. Ça n'a pas été difficile. J'ai mis en pratique ce que je viens de dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'autre. Ma mère m'a amené là où je ne pensais pas aller. Puis j'ai rencontré des gens malades à l'hôpital où elle était, puis j'aidais, puis je me disais, mon Dieu, je ressens quelque chose, là. Intuitivement, là, je me dis, j'ai quelque chose à développer, puis j'aurais le goût de m'impliquer. Puis tout ce qui est derrière ça, c'est redonner de la dignité à des personnes qui, souvent, en fin de vie, tu sais, il y a des gens seuls, il y a beaucoup de gens qui perdent leur dignité ou qui... J'ai le goût de m'impliquer là-dedans. Puis dans le fond, c'est continuer à la mission que j'ai commencée avec les jeunes en Afrique, que j'avais découvert intuitivement un peu sans comprendre ici, avec des personnes handicapées. Tu sais, c'est comme mon fil conducteur de toute ma vie, les personnes autour de moi. Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, M. Bégin, d'être venu à mon entrevue aujourd'hui. C'était fascinant, puis bonne continuité. Ça m'a fait vraiment plaisir, Mme Miller. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.